Cube. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hydroélectricité. Les centrales hydroélectriques fonctionnent sur un principe assez simple. Un barrage contrôle le débit d'un cours d'eau à l'aide d'un réservoir, puis laisse passer son eau dans des turbines qui produisent de l'énergie, qui est ensuite stockée dans une centrale pour être éventuellement distribuée. Si on utilise l'énergie hydraulique depuis des milliers d'années pour toutes sortes de choses, il y a seulement 150 ans qu'elle produit de l'électricité au Québec et ailleurs dans le monde. L'histoire de l'hydroélectricité, voici Sophie Croteau. L'énergie hydraulique qu'on produit grâce à la force des courants d'eau est une technologie dont on ne peut pas retracer l'origine exacte, mais dont on a retrouvé des traces d'utilisation de la Grèce antique jusqu'à la Chine il y a plus de 2000 ans. À l'époque et pendant les siècles suivants, on l'utilise surtout dans des moulins qui servent à moudre des grains, des minerais et à produire de la pâte à papier. C'est seulement en 1827 qu'est inventée par un ingénieur français du nom de Benoît Fournéron la première turbine hydraulique, alors capable de produire 6 chevaux-vapeur. En 1849, l'ingénieur britannique James Francis en produira une version améliorée qui est si efficace qu'elle sert encore aujourd'hui. Mais il faut attendre encore quelques décennies pour que l'utilisation de l'électricité se répande et qu'on se tourne vers l'hydroélectricité pour en produire. Suite à l'exposition universelle de Paris en 1878, où on aperçoit les premiers lampadaires électriques plutôt qu'au gaz, l'Europe et l'Amérique du Nord se lancent dans une grande course à l'électrification, dont le but d'éclairer les rues des villes et éventuellement les maisons. En une décennie, on construit des centrales hydroélectriques un peu partout au Canada et aux États-Unis, dont sur la rivière Chaudière à Ottawa en 1881 et à la chute Montmorency en 1885. Cette dernière transporte même l'électricité jusqu'à la ville de Québec, qui devient l'une des premières villes américaines utilisant l'énergie hydraulique pour s'éclairer. Le début du 20e siècle est marqué par l'apparition de plusieurs compagnies d'électricité privées qui construisent des centrales hydroélectriques pour les municipalités ou leurs propres entreprises. Au Québec, des promoteurs américains fondent la Shawinigan Water and Power Company en 1898 pour aménager un total de 8 centrales hydroélectriques sur la rivière Saint-Maurice. En 1922, on construit une centrale à l'île Maligne au Saguenay pour fournir les usines de pâte et papier et l'aluminerie d'Alcan. Quelques années plus tard, on bâtit des barrages dans la région de Gatineau, sur la rivière des Outaouais et à Beauharnois pour fournir en électricité la région de Montréal. Après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 70, on voit arriver un phénomène mondial de grands projets de centrales et de nationalisation de l'hydroélectricité. Au Québec, en 1944, on confie la gestion de l'électricité à une société d'État, la Commission hydroélectrique de Québec, qui deviendra éventuellement Hydro-Québec. Le but est entre autres d'offrir un meilleur service sur un plus grand territoire et des prix plus abordables que ceux des compagnies privées qui faisaient preuve d'une certaine arrogance jusqu'alors. Dans les années 60, on nationalise l'électricité et on construit 3 immenses centrales pour combler la demande grandissante en faisant le pari de l'hydroélectricité au lieu du nucléaire. L'énergie hydraulique représente aujourd'hui 16% de l'électricité consommée mondialement et un énorme 94% au Québec. C'est une énergie propre, gratuite, renouvelable et pratique pour les communautés éloignées, mais qui n'est pas non plus sans défaut. Lors de la construction des centrales, on doit souvent déloger des communautés entières pour engloutir des villages. Les inondations sont aussi très dommageables pour l'écosystème des cours d'eau et des terres avoisinantes, où vit une grande diversité de faune et de flore qui voit son territoire disparaître.
Les barrages réchauffent et diminuent aussi la quantité d'oxygène dans l'eau, en plus de produire plus de méthane à cause des matières en décomposition dans les réservoirs. Les turbines sont aussi dangereuses pour les poissons qui tentent de remonter les rivières, comme les saumons, les truites et les anguilles, dont on estime qu'un cinquième serait blessé ou tué lors de leur passage, et ce, malgré les méthodes développées pour les protéger. Finalement, plusieurs centrales sont désormais obsolètes, notamment à cause d'une trop grande sédimentation dans leurs réservoirs et des problèmes de sécheresse engendrés par les changements climatiques. Depuis les années 2000, on voit donc apparaître plusieurs mouvements pour déconstruire les centrales inutilisées, mais aussi développer des principes mondiaux pour les constructions futures, basés avant tout sur la communauté et la durabilité. Ouais, les centrales hydroélectriques continuent en effet de se construire partout dans le monde, plus particulièrement en Afrique et en Asie. La Chine a même quadruplé sa production d'hydroélectricité dans les 20 dernières années et elle détient le record de la plus grosse centrale hydroélectrique qui fait 2,3 km de long, 185 mètres de haut, le barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze, construction impressionnante que j'ai vue sur place, mais pas aussi majestueuse quand même que le barrage Daniel Johnson et la centrale Manik 5 sur la rivière Manicouagan, que j'aimerais bien visiter un jour. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.